Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. Bienvenue dans cette série et très bonne année 2025, qu'elle vous apporte de la joie, du bonheur et des légumes confits à l'ail et au citron. L'épisode que vous allez entendre aujourd'hui est un peu différent d'habitude. Il est extrait du Festival des idées Chaleur Humaine qui s'est tenu le 14 décembre 2024 au Théâtre de la Ville à Paris. Ce jour-là, j'y ai reçu 10 invités qui étaient déjà venus dans Chaleur Humaine et je leur ai d'abord parlé de ma passion pour la guerre des étoiles parce qu'en ce moment, j'ai souvent l'impression que le côté obscur de la force est en train de l'emporter contre la transition climatique. Du coup, j'ai demandé à chaque invité de nous donner une bonne idée pour 2025 pour démarrer du bon pied pour le climat et la biodiversité. Vous allez entendre maintenant l'une de ces idées et j'espère qu'elle pourra vous inspirer. 6e épisode de cette série de début d'année avec le chercheur Nicolas Bricas, socio-économiste de l'alimentation, chercheur au CIRAD, titulaire de la chaire UNESCO Alimentation du Monde. Son obsession à lui, c'est de nous aider à transformer notre système alimentaire de manière plus démocratique. Bonne écoute! Alors c'est vrai, l'agriculture c'est important aussi dans le climat parce que c'est 20% de nos émissions de gaz à effet de serre, mais en fait, c'est aussi tout le système agricole qui va pas bien. Les agricultrices et les agriculteurs sont déjà victimes du changement climatique à cause du manque d'eau, à des gelées tardives, des pluies intenses. Et globalement, on peut pas dire que dans ce qui progresse le plus, la transition agricole, ça avance à pas de géant. On l'a vu ces derniers mois, ça bloque de tous les côtés. Parfois même, on revient en arrière. On peut dire que dans ce domaine-là, il y a un peu la puissance du côté obscur qui est à l'œuvre. Pour savoir comment s'y prendre pour nous nourrir sans détruire les écosystèmes et notre santé d'ailleurs, j'avais invité le chercheur Nicolas Bricas dans Chaleur Humaine. Et ce qu'il a défendu, c'est une sorte de tactique de l'élastique, comme dirait ma fille. Pour changer de modèle agricole, il faut prendre le problème par un autre bout. Celui de l'alimentation, notre manière de manger. Vous allez croire que je suis obsédé par cette question-là, mais je vous jure, c'est des scientifiques qui le disent. Moi, évidemment, j'étais pas toujours très partant parce que je suis lyonnais et libanais et je suis assez attaché à mon menu kefta, saucisson brioché, quenelle, voilà. Mais Nicolas Bricas, lui, il a une autre recette pour qu'on y arrive. Il m'avait raconté une expérience qui se déroule à Montpellier et qui suit de très près, la Caisse sociale alimentaire. Et il m'a dit, moi, j'adorerais qu'on fasse partout des conventions citoyennes sur l'alimentation, pour reprendre la main sur ce qu'on mange, pour reprendre la main collectivement et démocratiquement sur ce qu'on mange. Alors moi, j'ai dit chiche, pois chiche même. Bonjour Nicolas Bricas. Bonjour Nabil Wakim. Alors vous pensez qu'il faut une sorte de démocratie alimentaire. Au début, j'ai pensé à une sorte de parlement où il y aurait les poireaux et à côté les pigeons et tout ça. Puis je me suis dit, en fait, c'est peut-être plus intéressant que ça encore. À quoi ça pourrait ressembler de dire on reprend la main sur notre alimentation collectivement? Bon, ce que vous avez dit en intro, c'est que le côté obscur de la force prend de la place, de plus en plus de place. Et la question que je me suis posée, c'est comment on contre ça? Comment toutes les idées qu'on a, comment tous les résultats scientifiques, on arrive à les faire émerger dans la société et on arrive à pousser aussi ceux qui, avec leurs intérêts économiques, empêchent cette transition. Et l'hypothèse, c'est qu'il faut faire parler les citoyens, il faut redonner la parole aux citoyens et il faut donc organiser la montée de cette parole. Alors c'est vrai que la Convention citoyenne pour le climat, ça n'a pas été le meilleur exemple de ce qui a fait bouger le politique. Parce que c'était peut-être que 110 personnes, parce que c'est un gouvernement central qui a essayé de mettre ça en œuvre et puis qui s'est fait aussi attaquer par les lobbies. Et donc l'idée, c'est de le décentraliser. C'est d'avoir 300 conventions citoyennes, 3 par département par exemple, qui va représenter le milieu rural, le périurbain, l'urbain. 300 conventions citoyennes dans lesquelles des citoyens vont commencer à débattre avec des scientifiques pour sortir des fake news, avec des agriculteurs ensuite, parce qu'il faut qu'on reprenne le lien et la discussion avec les agriculteurs qui sont aujourd'hui dans une très grande difficulté. Mais on tire au sort aussi les agriculteurs pour pas avoir toujours les mêmes qui parlent. Et on sait très bien qu'ils sont pas forcément représentatifs de tous les agriculteurs. Qui parlent aussi avec des commerçants, avec la grande distribution, parce que ce sont les acteurs qui sont là et que sans eux, on fera rien s'ils se mettent pas. Et l'idée, c'est que ces citoyens réfléchissent, discutent, débattent pour faire sortir des propositions qui s'adressent à leur mairie,
à leur paysage local. Et donc, ça veut dire aussi que les collectivités territoriales, elles sont dans la discussion. Elles attendent pas. Elles sont dans la discussion et elles viennent expliquer aussi les difficultés qu'elles ont pour mettre en œuvre des solutions. Oui, mais c'est quoi comme type de proposition qui pourrait sortir d'une telle assemblée de dire on va tous acheter tel type de produit, on va tous manger la même chose? Eh ben, ça peut être de décider qu'on va labelliser certains magasins ou certains produits qui, après débat, sont considérés comme désirables, durables, mais par la population et pas seulement par les experts. Quand je dis convention citoyenne, c'est que pour moi, il faut tirer au sort les gens pour avoir une vraie représentativité de la population. Elle est super, cette salle, mais elle n'est pas représentative de la population. Ben non, parce qu'elle est déjà engagée, puis en plus, elle a payé pour venir et bon, on le sait quand même, on a beaucoup de gens qui ont démissionné de la question sociétale. Et l'alimentation, c'est quelque chose d'intéressant parce que n'importe quel citoyen se sent légitime d'en parler parce que c'est ce qu'il fait tous les jours. Oui, mais alors, par exemple, dans ce qui se passe à Montpellier, concrètement, ce que vous m'aviez raconté, c'est que, voilà, c'est des gens qui se sont mis en commun, qui payent pas tous la même chose, et qui ensuite se mettent d'accord sur des magasins, des produits, des choses qui sont valorisées, et d'autres qui sont sanctionnées ou qui sont perçues plus négativement. Effectivement, il y a un comité citoyen de l'alimentation qui s'est constitué à Montpellier, qui travaille depuis 2 ans, qui tous les mois se réunit, discute et a décidé de conventionner des magasins après une enquête qu'ils ont faite sur la base d'une grille de critères qu'ils ont établis après beaucoup de débats et qui vont discuter avec le responsable du magasin, regarder où est-ce qu'ils achètent leurs produits alimentaires, comment ils traitent leur personnel, est-ce que c'est facile d'y aller, et sur cette base-là, décident que une caisse alimentaire dans laquelle on a aujourd'hui 350 personnes qui cotisent tous les mois entre 1 et 150 euros en fonction de leur niveau de revenu et qui tous les mois touchent 100 euros de crédit pour aller dans les magasins conventionnés acheter de l'alimentation. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que ça a engagé la mairie, ça a engagé la métropole, ça a engagé le département, ça a engagé les régions à soutenir ce genre d'initiative. Il commence à y en avoir à Toulouse, à Bordeaux, en Ariège, en milieu rural, et il y en a maintenant une vingtaine en France. Une vingtaine d'endroits en France où les citoyens reprennent la main sur leur alimentation. Et on n'aboutit pas forcément exactement à ce que les experts proposent. Enfin, on pourrait même imaginer qu'on aboutisse à l'inverse. Peut-être les gens, ils disent, moi, je veux manger surtout des trucs pas chers, du Nutella matin, midi et soir, et c'est ces produits-là que je veux voir labellisés. Alors, est-ce que ça peut pas avoir aussi un effet pervers? Oui, mais s'ils rencontrent les scientifiques, s'ils comprennent les effets de ce contrat social qu'on a eu après-guerre, qui était nourrir la population le moins cher possible, sans s'empoisonner dans les 48 heures, parce que c'était, au grosso modo, c'était ça, la politique alimentaire. Mais qu'en fait, ça a un coût sociétal absolument gigantesque. On commence à chiffrer, 19 milliards d'euros par an de réparation et qui est la partie émergée de l'iceberg. Si on explique aux citoyens ça, alors moi, je fais le pari qu'en fait, il est capable de dire, voilà l'alimentation vers laquelle on veut aller. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, on voit arriver un certain nombre d'innovations de rupture. Ça peut être la viande in vitro, mais c'est aussi les protéines de bactéries cultivées de façon industrielle. Il y a même des gens qui proposent une alimentation sans agriculture. Il y a beaucoup d'argent qui est en train de s'investir dans ce domaine. La surveillance de nos conduites grâce à nos téléphones. Est-ce qu'on veut aller vers ça? Comment on veut réguler ça? Qu'on ait les jeunes qui discutent de ça et pas que les vieux? Et donc, ça veut dire recréer un contrat social autour de l'alimentation. Et quand je dis ça, c'est que je considère qu'en fait, repenser son alimentation, c'est repenser notre rapport au monde. On mange pour notre santé, pour se faire plaisir, pour créer notre identité individuelle. On mange pour se relier aux autres. On fait confiance à ceux qui nous nourrissent. On mange ensemble. Et puis, on définit notre rapport aux animaux, au paysage. Définir son rapport à soi-même, aux autres et à la biosphère, c'est une façon de définir notre rapport au monde. Et je pense qu'on est à un moment où il faut que les citoyens se réemparent de cette question. Mais quels seraient les obstacles que vous identifiez? Pourquoi finalement on le fait pas, ces conventions? Pourquoi elles restent, ces conventions citoyennes, elles restent encore aujourd'hui des initiatives assez minoritaires? Il faut un peu d'argent pour les animer et savoir les animer. Ça demande de la compétence. Des gens qui font de l'éduc populaire, par exemple, pour savoir animer, donner confiance à des citoyens à qui on a complètement confisqué la parole. C'est pas si simple. Il faut engager des municipalités à dire, c'est pas simplement qu'on va vous écouter et puis on verra ce qu'on fait de ce que vous proposez. On s'engage à co-construire avec vous des solutions. Ça veut dire des maires qui disent, moi je veux une convention citoyenne
comme instrument de la construction de ma politique alimentaire. Et ce qu'ils vont proposer, je vais le mettre en œuvre. Et donc, on va discuter avec la Convention citoyenne. Alors, si on veut justement qu'en 2025, on arrive à jouer le jeu, à mettre en place ces conventions-là, comment on peut s'y prendre? C'est quoi des outils qui peuvent nous aider à le faire? En 2026, on a les élections municipales. On a 1 an pour convaincre les candidats de se porter volontaires dans des villes, dans des villages, pour mettre ça en œuvre. Ensuite, de fédérer tout ça, d'en faire un grand commun, peut-être de faire une grande enquête nationale pour savoir comment les Français, tirés au sort, adhèrent à ces idées-là. Et moi, je fais le pari que si ça sort fortement des citoyens, c'est plus contestable par les forces obscures. Merci Nicolas Bricasse. Je retiens de cette conversation avec Nicolas Bricasse qu'on peut compter sur notre intelligence collective pour réussir la transition agricole. L'idée de mettre tout le monde autour de la table est une nécessité et ça peut lever une partie des malentendus et des désaccords. J'aime bien aussi l'idée que les réponses apportées ne soient pas les mêmes partout et que ces initiatives citoyennes se passent au plus près du terrain. Ça fait une bonne résolution de plus pour 2025, proposer à sa mairie ou son département de mettre à disposition un lieu pour se retrouver et commencer à discuter de ce qu'on mange et comment c'est produit. Merci et bravo d'être resté jusque-là. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'était un extrait du premier Festival des idées Chaleur Humaine. Si vous souhaitez réagir, une seule adresse, chaleurhumaine@lemonde.fr. Je vous propose aussi de m'envoyer votre meilleure recette de lasagne aux épinards ou tout autre légume vert pour bien commencer l'année. Demain, 7e extrait avec le médecin Jean-David Zetoun qui a une idée pour améliorer à la fois notre santé et notre environnement. À demain!